Le Marathon des mots avait lieu cette année du 24 au 29 juin 2025 autour de rencontres, lectures musicales, concerts, projections dédiées aux écritures diverses et à leurs auteurs. Nous vous proposons d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse dans le cadre de la 21e édition de cette manifestation internationale de littérature d'Occitanie. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Adèle, bonjour Fleur Piré. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, Fleur, Agnès et Nadège, et donc on est étudiantes, et c'est nous qui allons animer cette rencontre avec l'aide d'Aurélie, donc traductrice. Adèle Lyon, vous êtes chercheuse à l'université, chef cuisinière et à présent romancière. Fleur Piré, vous êtes activiste dans le domaine de la lutte pour les droits des personnes LGBTQIA+, performeuse, romancière et belge flamande. Pour présenter les romans en quelques mots, donc Juliane, est-ce qu'on prononce comme ça? Juliane, c'est un livre hommage à votre femme qui est décédée brutalement d'un cancer. Le livre est sorti en 2019 dans sa version originale et il vient d'être traduit en France. Il raconte votre grande histoire d'amour, votre projet commun qui s'appelle 22, une performance qui consiste à vous marier symboliquement dans les 22 pays qui autorisent le mariage gay pour visibiliser la question des droits des personnes gays. Et votre livre parle aussi de la maladie et de votre vie à vous, Fleur, après la mort de votre compagne. Mon vrai nom est Elisabeth. Votre premier livre publié est le fruit de votre travail de thèse. Un livre pluriforme, on y reviendra. Un projet ambitieux qui contient à la fois une enquête sur votre arrière-grand-mère Elisabeth, dite Betsy, personnage central de la famille, mais auréolé de non-dit. Personnage central de la famille, mais auréolé de non-dit, diagnostiqué schizophrène, dont vous découvrez et nous faites découvrir peu à peu l'histoire. La lobotomie, l'internement de 17 ans, une réflexion sur la folie, la peur de la folie, la psychiatrie et la psychiatrisation des femmes en particulier, une réflexion sur la mémoire et les archives. 2 livres de femmes pleins d'amour et de tendresse, et d'amour au sens large pour des femmes. Référence aux 2 dédicaces. Le livre de Juliane est dédicacé à Paulien, Juliane et Jim, ma femme. Et votre livre, Adèle, est dédicacé et dédié à ma grand-mère, à sa poussière dans l'œil. 2 livres dans lesquels un jeu, J-E, est bien présent. 2 livres qui cherchent à comprendre la folie, le deuil. 2 livres dans lesquels la folie rôde et la colère gronde un peu. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ces petites présentations ? Alors, on va commencer. Et on entre directement dans le vif du sujet en parlant de la structure. Voilà, parce qu'on observe dans vos 2 romans un travail considérable de la structure. Donc, Julian est écrit en chapitres courts, dont la structure se répète. Ouverture par une citation d'artiste recueillie dans votre revue Et alors ? Récit de votre histoire d'amour avec Julian, de vos projets communs et du travail réalisé, description de sa maladie et de votre accompagnement, puis le temps du deuil, qui est aussi celui de l'écriture. Chaque chapitre, ou presque, est ponctué par la convocation de personnalités queer, dont l'histoire de veuvage est similaire à la vôtre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce choix de structure ? Est-ce que le travail d'écriture a été guidé par ce choix, ou bien avez-vous découpé et réorganisé le texte après l'avoir écrit ? Non ? Ah, si ? Okay. Well, I'm so sorry. Je comprends le français, mais je ne parle pas. Et je parle en anglais, mais il y a une translator here. So, to answer your question, it was a very clear choice, this kind of writing, because I thought if I would write linear, then it was the story of our love,
and then at the end she would die. So I didn't like the heaviness at the end, so I start with she dying and me falling in love, and then I change the times through the whole book. So it was more or less a choice to not really make it a little bit lighter, but not making it so dramatic. Alors, pour répondre à votre question, c'était un choix très clair pour moi dans l'écriture. Je n'ai pas voulu quelque chose de linéaire, parce que sinon ça n'aurait jamais été que notre histoire d'amour et puis Julian qui meurt à la fin. Et je ne voulais pas que mon récit soit trop lourd, en fait. Donc finalement, j'ai commencé par le décès de Julian et moi qui tombe amoureuse. Et puis j'ai changé un petit peu la linéarité du temps au travers du livre, pas tant pour le rendre plus léger, mais plutôt pour qu'il soit un peu moins dramatique. À toi, Adèle. Mon vrai nom est Elisabeth, présente une grande variété de textes. On a les archives du dossier médical de Betsy et d'autres victimes de la lobotomie, la correspondance d'Elisabeth et de son mari André, des retranscriptions d'entretiens avec des membres de la famille qui sont rédigées sous forme théâtralisée, et d'autres parties plus narratives qui racontent surtout le déroulement de ton enquête et les questionnements qu'elle suscite chez toi. Comment cette forme est-elle apparue? Est-ce que ça s'est imposé avec évidence, ou est-ce que c'est le fruit d'un travail laborieux? Deuxième solution, madame. Ça nous rassure. Je peux en parler du coup, sinon je n'aurais rien eu à dire. Alors, en fait, il y a 3 types de matériaux dans le livre, je les classerai comme ça. Il y a un type qui sont vraiment des documents et qui, ensemble, retracent la vie d'Elisabeth de manière chronologique, mais par les documents que j'ai pu retrouver sur elle et que j'ai organisés comme ça. Ensuite, il y a un deuxième fil qui sont les entretiens avec des membres de ma famille qui vont pas directement participer à l'exploration et à l'enquête, mais qui vont plutôt être des prolongements, des contrepoints, des interrogations sous-jacentes, enfin des choses qui sont un petit peu à distance du fil narratif exact. Et ensuite, il y a le troisième fil qui est le plus long en termes de pages et d'écriture, qui est le récit de mon enquête à travers ces personnes, ces documents, ces lieux, etc. Là, ça a l'air très naturel. Évidemment, je ne suis pas arrivée dans cette enquête en me disant il faut qu'il y ait ces 3 fils et ça va fonctionner comme ça. Même en arriver à ces 3 fils distincts a été un travail extrêmement compliqué. Et en fait, c'est au moment où j'ai compris qu'il y avait vraiment 3 fils et que, donc ça, c'est au bout d'1 an et demi d'écriture, enfin même de réorganisation constante en fait des matériaux que j'avais, qui étaient extrêmement nombreux, extrêmement différents, extrêmement hybrides. C'est au moment où j'ai compris que j'avais ces 3 fils, ces 3 natures de matériaux, et que ce que je voulais faire, ce qui comptait le plus pour moi, c'était de fabriquer une sorte de tombeau presque de papier à Elisabeth, c'est-à-dire d'avoir cette structure en fait de la vie d'Elisabeth par les documents qui seraient la colonne vertébrale du texte. À partir du moment où j'ai compris ça, tout le reste a pu s'organiser autour de des documents sur Elisabeth. Et là, en 2 semaines, le livre était fini, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est donc pour dire que la structure, celle qui m'est apparue comme la bonne structure, m'est arrivée à la toute fin et qu'elle a réglé toutes les questions que je me posais depuis 1 an et demi quand je l'ai trouvée. C'est agréable le sentiment d'évidence parfois quand on est perdu dans des enquêtes de ce type. Merci. Dans Julian, les chapitres sont courts et rythmés par des signes égales qui séparent systématiquement le récit de vie partagé avec Julian du récit du deuil et des passages sur les personnalités queers. Pouvez-vous nous dire pouvez-vous nous en dire plus sur ce rythme choisi et sur la symbolique du signe égal? La symbolique du signe égal, c'est ici. C'est le signe d'égalité. Yeah? And now my French stops again. So the reason why I chose to do so was first and foremost I'm a human rights advocate. So
even before being a writer. So the reason why I chose to include all those other people in my books, in Julian, and in all my other books also, is because I think it's very important to tell the stories about our ancestors, because as gay people we don't have real ancestors in a line, but we do have people who worked before us, so we can walk hand in hand here. So I think it's very important to honor them. And so in Julian it was kind of an easy choice, because I talk about queer people who also lost their partner and how they went about it. Alors la raison de ce choix, c'est avant tout lié au fait que je suis une fervente défenseur des droits humains avant même de me considérer comme une écrivaine, et donc je voulais vraiment inclure tous ces gens, non seulement dans Julian, mais aussi c'est le cas dans mes autres livres, parce que selon moi c'est très important de raconter l'histoire de nos ancêtres, puisque nous, les gays, on a quand même une histoire qui reste assez floue et qui est assez peu racontée. Et pourtant, il y a énormément de gens qui ont déjà travaillé avant nous et qui ont apporté leur pierre à cette histoire. Et dans Julian, le choix était assez facile pour moi d'inclure d'autres personnes gays qui ont elles aussi traversé un deuil et qui l'ont vécu, et de raconter aussi ça à travers le livre. Dans Mon vrai nom est Elisabeth, il y a aussi un travail typographique, des polices de caractères différentes pour les documents d'archives, des passages écrits sous forme de dialogue théâtral. On a aussi observé que les pages d'archives ne sont pas paginées, ne sont pas numérotées. Est-ce que tu peux nous parler de ce choix ? On s'est demandé si c'était un choix qui avait été fait dès lors de la rédaction de la thèse, ou si c'était un travail éditorial avec ton éditrice. Éditeur et éditrice, voilà. J'en ai deux. Okay. C'est un choix que j'ai fait moi, mais assez tard. Donc la thèse est la même chose que le livre, mais mis en page par mes soins, c'est-à-dire moins bien. Mais dans la thèse, il y a également ces choix typographiques différents avec d'autres polices. Je pense que moi, idéalement, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de différence au départ de police, parce que de la même manière que là, par exemple, il y a le livre audio qui est sorti, il a été hors de question pour moi que ce soit différentes voix qui lisent différents documents ou différentes voix qui jouent les entretiens. Pour moi, c'est vraiment cette hybridité, elle trouve son unité dans la petite voix intérieure du lecteur ou de la lectrice qui va les uniformiser voilà, dans sa petite voix intérieure. Donc, la cohérence à ce niveau-là aurait voulu que tout soit dans la même police, mais je dois admettre que ça rendait les choses quand même, la lecture déjà complexe, encore plus compliquée, avec peut-être, cela dit, un effet de flou supplémentaire qui avait certaines qualités, mais qui peut-être aurait moins permis de comprendre la nature, et y compris la nature historique de ces documents. Cette idée aussi de ne pas forcément vouloir distinguer les polices venait du fait, parce qu'on me dit souvent mais en fait la fiction dans votre livre, le roman, il apparaît dans les 20 dernières pages. Alors pour moi, pas du tout. C'est-à-dire que soit rien ne l'est, soit tout l'est. C'est-à-dire que il y a autant de distorsions des faits dans les discours des personnes qui me racontent la vie d'Elisabeth, ou dans les documents que je recopie pourtant, les documents institutionnels qui parlent de cette femme, il y a autant de distance que dans mon roman d'Elisabeth à la fin. Donc tout est roman à ce niveau-là. Donc j'avais pas non plus, par rapport à ça, j'avais pas non plus envie de distinguer les différentes formes de discours et d'écrit. Donc là, je suis en train de vous expliquer pourquoi je n'ai pas fait le contraire de ce que j'ai fait. Tout va bien. Mais c'est le moment où on te coupe ou pas? Non, mais voilà, par souci de lisibilité, j'ai fait ce choix-là, et quand même en gardant la même police pour les entretiens et les documents, avec une différence de comment on appelle ça, de saturation, de noir, quoi. Donc la police des documents est plus claire, comme s'ils étaient en train de s'effacer. Et aussi, je suis désolée pour les personnes qui ne voient pas très bien, mais aussi parce que l'expérience de recherche est celle-là, retranscrire des documents qui sont
écrits à une certaine époque et qui ont une certaine qualité, c'est aussi avoir du mal à le faire et s'abîmer les yeux et les mains sur cette reproduction. D'où ce choix. Et donc voilà, finalement, j'ai fait ce pari-là. On va vous poser une question sur la place du jeu, donc JE, dans vos romans, et de son arrivée, pour continuer un peu Enfin, ça va aller avec ce que tu étais en train de dire, Adèle. Donc, assez tôt dans le roman, on rencontre le jeu de la narratrice, dès le début du récit du voyage en voiture avec vos grands-parents. Et ensuite, un peu plus tard, il y a ces jeux aussi, mais c'est écrit « moi » en capitale, dans les transcriptions des entretiens qui sont écrits sous forme comme une pièce de théâtre, quoi, avec les prénoms, qui ne sont pas les prénoms, mais on en parlera après. On avait l'impression que dans le jeu du récit, il y avait davantage d'analyse sur la recherche, que c'était vraiment là qu'il y avait des tâtonnements, etc. Et à la fin, donc dans le passage que tu évoquais tout à l'heure, avant le passage que tu évoquais tout à l'heure, excusez-moi, j'ai une montée de stress. Il y a un passage où il y a un jeu JEU avec des parenthèses. On va le lire parce qu'on aime beaucoup ce petit passage. Donc tu parles avec ta grand-mère et tu parles d'une tante. Je lis. Ma grand-mère dit « Mais je lui ai parlé de toi. Tu lui as parlé de moi. Je lui ai parlé de ton enquête. Je lui ai dit que toi, tu serais sûrement intéressé d'entendre ce qu'elle avait à dire. » Parenthèse. Autrement dit, elle voulait me parler de ma mère. Je suis certaine qu'elle voulait me parler de ma mère. Fermez la parenthèse. Tu crois qu'elle voulait te parler de Betsy, je demande ? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que je ne voulais pas l'entendre. Pas comme ça, pas de sa bouche. Ouvrez la parenthèse. Autrement dit, tu me sers de paravent, de défense. Les confidences, c'est par le filtre de tes oreilles qu'elles passent. Tu les décortiques, tu les juges, parfois tu les lisses, et ensuite seulement tu me les confies. Fermez la parenthèse. Tout ça pour dire, quelle est la place du jeu dans l'écriture de la recherche pour toi ? De la recherche scientifique ? De la recherche scientifique. Okay. Donc, attends, pardon, je redis le début de la question. Est-ce qu'il y a une différence entre le jeu, JE, et le moi ? Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux manières de dire jeu et comment ça s'inscrit dans... Oui, non, mais surtout que c'est une question importante, effectivement, par rapport au fait que dans la recherche scientifique et universitaire, académique, on ne dit pas jeu. Et que donc, c'est presque toute la question de l'écriture de ce livre pour moi, c'est comment je passe d'une écriture argumentative qui ne sait pas dire jeu, avec tout ce que ça implique aussi d'inattention à ses sens, à ses affects, d'inattention à la place qu'on entretient vis-à-vis de son sujet de recherche aussi, parce que Elisabeth est mon arrière-grand-mère, et donc forcément ça modifie, je ne peux pas avoir avec elle un lien distant et que j'aurais pu avoir avec un autre sujet. Et pour moi, ces 4 années d'enquête et d'écriture, c'est vraiment l'apprentissage de dire « je » dans la narration. Ce que je fais à terme, ce qui me prend énormément de temps, c'est-à-dire qu'il y a la version préalable du texte, n'est en fait qu'un montage des documents et des entretiens réécrits, complètement réécrits, alors pas du tout retranscrits comme là, mais réécrits, et où mon jeu n'existe pas, ou alors je suis une des voix des descendants parmi les autres, en fait, et ça, voilà, cette conquête-là du jeu arrive très tard. Et quand elle arrive, je prends cette décision qui est aussi pour moi une sorte de prise de pouvoir sur les codes universitaires, qui est de, même dans la partie qui a un ton plus scientifique, et dont certaines personnes considèrent que ça, c'est ma thèse dans cette thèse, mais pareil, je dirais comme les 20 dernières pages qui ne sont pas le roman dans le roman, c'est pas ça, parce que justement dans ce moment plus scientifique, je dis je aussi, et il y a aussi une attention aux affects, etc. Donc c'est vraiment réussi. Enfin voilà, ça a été vraiment un parcours pour moi d'apprentissage d'écrire à la première personne. Il y a un autre enjeu
qui est peut-être un peu plus compliqué à expliquer, qui est, pour les personnes qui l'ont lu, il y a cette trame du double fantôme qui est très importante dans le livre, qui est ce type de récits qui viennent de Jane Eyre, de Charlotte Brontë, ou de Rebecca, de Daphné du Maurier, puis adapté par Hitchcock. Ce type de récit où une jeune femme une jeune fille, en fait, va devenir une femme, et une bonne épouse et une bonne mère, en s'opposant à une autre figure féminine qui est tout le contraire de ce qu'elle doit devenir. Donc la vieille folle, la femme homosexuelle, la femme assassine, la femme menteuse, tout ce qu'il y a de pire dans la féminité, quoi. Et donc la jeune fille va apprendre à devenir la bonne épouse et la bonne mère en s'opposant à ces figures-là. C'est typiquement le récit de Rebecca. Justement. Et dans Rebecca, la protagoniste, le personnage principal, n'a pas de nom. Elle est je, elle n'est que je. Et j'ai aussi voulu reproduire cet outil narratif-là en inversant évidemment l'apprentissage, qui est quasiment l'inverse en fait, qui est apprendre à s'identifier à cette figure horrifique plutôt qu'à la repousser pour devenir la bonne épouse et la bonne mère. Et donc j'ai voulu reproduire en fait ce mécanisme de narration-là avec ce jeu. Donc mon prénom ne peut jamais apparaître. C'est aussi la distance que je revendique à cette narratrice. Et donc, dans les entretiens, il fallait que ce soit un mois. Voilà. Fleur, vous dédiez ce livre à votre épouse. Parler de Julian vous amène à parler de vous, à assumer un jeu qui n'est plus journalistique, un jeu central autour duquel l'histoire se joue et le récit se construit. Est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments de construction de ce jeu narratif ? Ok. I'm sorry, I didn't understand. It is. I thought it was very important to write from the I, from me, my point of view, because it was so. Because that was the closest thing I could get to her, you know. I was wondering if I could tell from an all-knowing narrator, but that would be too much distance from the story itself. And also because it's kind of an autobiography, so I think it's very important to actually choose from being me as the narrator. But sometimes it's kind of difficult to work in that way because, of course, it's my memory of what happened, and maybe that's not the right memory, maybe that's not the right way to tell it, because maybe if Julian would be still alive, and she would read the book, she would say like, really? This didn't happen at all, something completely different happened. So that's why I thought it was also very important to tell it from my point of view, because it's my opinion, it's my memories, it's the way I perceived it, and so it's both very private but also very liberating to actually. I also write it in the book, for example, like this is my point of view, and is this true? Everything that happened, I have absolutely no idea. Maybe not, but maybe it's some kind of figment of my imagination also. Alors pour moi, il était important d'écrire à la première personne et d'utiliser le jeu parce qu'il s'agit de moi, de mon point de vue, et puis aussi parce que c'était pour moi la seule manière d'être aussi proche, de rester aussi proche en fait d'elle, de Julian. Et puis à un moment, je me suis quand même demandé si j'allais pas passer par un narrateur omniscient. Mais en fait, je trouvais que ça mettait trop de distance dans le récit. Et puis vu que c'est une sorte d'autobiographie aussi, ça semblait logique que ce soit moi la narratrice. Donc ça a été parfois aussi difficile parce qu'il s'agit de mes propres souvenirs, ma propre mémoire, de tout ce qui s'est passé. Et peut-être que mes souvenirs ne sont pas justes. Peut-être que si Julian avait encore été parmi nous, elle aurait dit mais non, mais c'est n'importe quoi. Ça s'est absolument pas passé comme ça. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment important de raconter cette histoire depuis mon point de vue, mes souvenirs, ma perception des choses. Ça peut donner un certain sentiment de fierté, mais c'est avant tout extrêmement libérateur. Donc voilà, c'est mon point de vue. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Peut-être, peut-être pas, et peut-être que des choses ne sont jamais que des bribes de ma propre imagination. Merci. On va vous proposer 2 temps de lecture maintenant. On va commencer par Agnès. Je me souviens avec précision de chacune de mes colères.
des circonstances qui les ont produites, des mots que j'ai prononcés, des gestes que j'ai effectués. Je me souviens de ceux à qui s'adressaient ces colères. Certaines nuits, en rêve, je suis furieuse, enragée. Je suis réveillée par l'éclatement de la rage dans ma poitrine, par l'écho de mes insultes. Heureusement, il n'y a plus personne dans mon lit pour s'en étonner. Je dois éviter l'objet de mes colères pendant plusieurs jours. Mais désormais, ce qui advient après la colère, non pas après, ce qui advient au milieu de ma colère, ce qui s'ouvre en son centre comme un trou noir, c'est qu'au fond de moi, la question se dépose d'abord doucement sans trop insister, parce que je suis une femme, parce que j'ai bientôt 30 ans, parce que je viens d'une certaine famille, parce que j'ai reçu une certaine éducation, disons. La question se pose en partie pour ces raisons factuelles, biographiques, qui me rapprochent de Betsy, et en partie pour d'autres raisons sociales, structurelles, qui m'apparaissent dorénavant évidentes. La question s'impose finalement à moi. Aurais-je pu être jugée pour ces colères ? Juger est un euphémisme, il faudrait plutôt dire condamner sans procès. Et à cause de cette question, le sentiment qui naît au milieu de ma colère, qui souffle sur son brasier jusqu'à me faire sortir les flammes de la bouche et des narines, c'est la rage. Une rage qui me monte de l'estomac et emporte tout sur son passage lorsque je comprends que pour de tels accès de fureur, d'autres avant moi ont pu être jugés. C'est-à-dire, comme je l'ai écrit plus haut, condamnés sans procès. Ces colères sont comme un voyage duquel je sors épuisée et je dois marcher longtemps dans la campagne puis dormir une nuit entière pour que leurs souvenirs cessent de me faire trembler. Je comprends dans ces moments-là que si à ma colère répondait une autre colère et même éventuellement une violence, physique ou psychologique, similaire à celle du mari, ou encore à celle du père, je serais sans doute incapable de sortir de l'état de vertige dans lequel elle me plonge. Et maintenant, c'est Fleur qui va vous proposer un extrait du livre de Fleur Pirette. La perte de la foi, l'abolition de la quête de sens, entraîne l'émergence d'une version aliénée de moi-même. J'essaie de la tenir à distance, mais elle respire si près que je sens les poils se dresser dans ma nuque. Les fous savent-ils qu'ils deviennent fous ? Me demandai-je en regardant la folie droit dans les yeux. Elle n'est pas là depuis très longtemps, cette version démente de moi-même. Elle est apparue récemment dans mon champ de vision, quand quelqu'un m'a dit que Dieu envoyait ce qu'on était capable de supporter. Mon moi aliéné s'est redressé de toute sa taille, tandis que les mots se distillaient en moi. Dieu envoie ce qu'on est capable de supporter. Cette phrase déchaîne un cyclone de fureur, une pulsion destructrice, et j'exige des réponses. Depuis que la folle guette, je dois me surveiller, et me retrouve souvent la nuit, les bras autour de mes genoux repliés, pour m'empêcher de sortir, de prendre le métro à 2h du matin pour le Bronx, ou Central Park, dans le noir, pour voir ce que la vie a encore dans sa hotte pour ma pomme. Parce que dans ce cas, j'aime autant tout recevoir d'un coup. Je m'imagine au milieu du parc, sans la moindre peur. Je hurle « Vas-y !» Car si la vie me veut du bien, il ne se passera rien. Alors je défie le destin, je défie la foi. J'exige des réponses et demande de me montrer que tout a une raison d'être, que tout n'est pas arbitraire et que ce n'est pas le fruit du hasard si la tumeur s'est développée dans sa tête à elle et pas dans celle d'un autre. Mais comme je ne sais pas si les fous savent qu'ils sont fous, mais que je sais en revanche à quoi ressemble une folie imminente, je me retiens, les bras serrés autour de mes genoux repliés, pour me garder à l'intérieur, parce que depuis qu'elle n'est plus là, je n'ai plus peur de la mort. Et cela, associé à la perte de confiance, est la combinaison la plus destructrice que je puisse imaginer. Fleur, la colère a-t-elle été un moteur d'écriture ? In the beginning, yes, I was very, very angry at life itself. And that's completely ridiculous, of course. But I had no idea why this happens. Everything seemed so useless also. So I was angry, but the thing is, over time, something's
change because I am not an angry person. You know, I'm quite positive. I'm the kind of activist that builds bridges instead of exploding bridges, and so over time I became more, I think, nicer for myself because it was kind of, the anger was kind of eating me alive, like literally. So I really had to change that in order to survive. And I was looking for that early version of me, like who was I before she died? And I desperately had to go back to that person because otherwise it wouldn't be, I wouldn't be here, I think, Au début, oui, j'étais vraiment très en colère contre la vie elle-même, ce qui est absolument ridicule. Je sais pas pourquoi, mais tout me semblait complètement vain et inutile. Et puis, au fil du temps, les choses ont changé parce que je ne suis pas fondamentalement une personne en colère. Je suis plutôt positive. En tant que militante aussi, j'ai plutôt tendance à construire des ponts qu'à les détruire. Donc, vraiment, au fil du temps, j'ai commencé à être un peu plus douce et compatissante aussi envers moi-même, parce que cette colère était vraiment en train de me dévorer. Donc j'ai eu besoin de changer tout simplement pour survivre en fait. Et j'ai commencé à essayer de retrouver cette ancienne version de moi, celle que j'étais avant le décès de Julian, et j'ai vraiment voulu retourner en fait là-bas, retourner dans cet état-là, parce que sinon je pense que je serais pas là aujourd'hui. Adèle, vous dites que la colère a un pouvoir. Elle éventre les paravents, elle les fait tomber, elle les brise, elle déchire le tissu avec le bois dont ils sont faits. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'affirmer un je pour affirmer une colère ? Non, je pense que d'ailleurs c'est une colère qui passe déjà qui n'est pas là au début, en tout cas qui n'est pas là qui n'est pas là liée à cette enquête, qui est là mais à côté pour d'autres raisons. Ça devient une colère du jeu liée à Elisabeth au bout d'un certain moment, mais en fait très vite, j'ai même l'impression que la colère elle naît dans le livre à partir du moment où il y a un nous. C'est-à-dire quand c'est ce moment où je me retrouve dans d'autres archives. J'ai jamais retrouvé le dossier médical d'Elisabeth, donc j'ai jamais retrouvé son propre témoignage en fait sur sa lobotomie et sur ce que cette opération lui avait fait. En revanche, j'ai trouvé d'autres dossiers médicaux de d'autres femmes qui ont subi des lobotomies dans un autre hôpital psychiatrique. Et c'est ce moment où je comprends que Elisabeth n'est pas seule, n'était pas seule, ne l'a jamais été et ne l'est sans doute toujours pas aujourd'hui, que ma colère prend le dessus. Et je réfléchissais à ce que tu viens de dire sur si la colère était restée, je serais sans doute pas là aujourd'hui. Et aussi en lien avec le texte qui vient d'être lu, en fait, sauf si on croit en Dieu, la différence entre ta colère, sa raison, et la mienne, c'est la question de la responsabilité. En fait, c'est la question du coupable. Et sauf si on croit en Dieu, c'est la mort de Julian n'a pas de responsable. La multiple mort d'Elisabeth en a, et des responsables individuels, des responsables collectifs, des responsables historiques. Elle en a beaucoup même. C'est pire que ça. Il y en a même pas un, il y en a beaucoup. Et ce qui fait, enfin, j'étais en train de me dire. Je réfléchissais à cette question de est-ce que la colère me ronge en fait, est-ce que la colère me détruit, et moi c'est vraiment tout l'inverse, sans doute à cause de cette question de responsabilité. Cette colère me donne une force collective en fait, me donne une légitimité, donne une légitimité à mes luttes presque, me donne une assise, et elle est le contraire de celle qui consume de l'intérieur. Elle est vraiment projetée vers l'extérieur, et elle est aujourd'hui un moteur très important pour moi. Mais justement parce qu'elle peut prendre cette forme collective, je pense. Et j'imagine aussi qu'en tant qu'activiste, t'as d'autres formes d'expérience de la colère qui sont pas de celle de la perte intime, mais celle des situations dont on se retrouve, dont nous nous retrouvons en fait souvent à souffrir, et que cette colère-là, elle doit être aussi différente pour toi. Yes, it's another kind of anger, of course, because it's with everything that's happening in the world, it's kind of a motor. So when I hear things about the violation of human rights or LGBT rights or female rights, like the story that you wrote, it's so terrible. And
but that's another kind of anger. That's the kind of anger that fuels, that asks for change, that asks for the betterment of everything. And that's something completely different, because that's not an anger that's that's like I said, that's eating you alive. It's Effectivement, c'est une forme de colère tout à fait différente qui est liée à tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Et là, dans ce cas-là, ce serait plutôt un moteur, en fait. Quand ce qui met en colère, c'est la violation des droits humains, des droits LGBT, des droits des femmes, qui ressemble un petit peu à la colère que toi tu évoques. Et c'est clairement une forme de colère différente, parce que elle nous pousse à améliorer les choses, en fait. C'est ça le moteur. Donc c'est vraiment différent de cette colère intime qui nous ronge, qui nous mange, qui nous dévore vivant, en fait. Effectivement, donc c'est une forme de colère orientée. On va parler maintenant des noms des patronymes, enfin des noms NOMS. Fleur, dans ton livre, il y a beaucoup de noms. Alors, il y a les noms des personnalités queer que tu convoques, dont tu as parlé tout à l'heure, mais il y a aussi tous tes amis, enfin les gens avec qui tu es intime, qui sont nommés par leur prénom et leur nom tout le temps. Donc pareil, je vais faire une citation, mais je vais vraiment écorcher son nom certainement. Mon ami bijoutier Nico Taimens, par exemple. Say that again. Bon, bref. Par exemple, enfin, bref, quand tu parles de tes amis, il y a toujours leur prénom et leur nom. Et on se demandait si citer des romanciers, romancières ou des artistes, parce que c'est beaucoup des artistes qui sont dans ton milieu, des artistes minorisés. Est-ce que ça répond à un souci de visibilisation, de reconnaissance, ou est-ce qu'il y a une autre fonction à nommer Oh, it's definitely, a way to put people on the stage, to put them on the forefront, because I do believe, like I said, I'm foremost an activist and then a writer. It's also, I think it's also very important to get to know these people, and I think if I'm this privileged that I'm able to talk here, that I'm able to write books and people publish my books, and now Julian is made into a movie, so that platform will be bigger and bigger. So I think it's my obligation to actually take a lot of people with me. And I have this one thing that's also always in my head: if a door opens for me, I take 5 other people. So. Alors oui, tout à fait. Moi, j'ai vraiment cette volonté de mettre les gens sur le devant de la scène, parce que je crois que, comme je vous ai dit, je suis avant tout une militante avant même d'être une écrivaine, et c'est vraiment c'est très important pour moi de connaître ces gens et de les faire connaître aussi. Je me sens tellement aussi privilégiée, en fait, d'être ici, de pouvoir discuter de tout ça. Julian est en train d'être adapté aussi au cinéma. Donc moi je me sens toujours un peu obligée d'emmener tout un tas de gens avec moi. Si une porte s'ouvre pour moi, il faut que j'emmène au moins 5 personnes avec moi. Alors Adèle, chez vous, au contraire, les noms sont réservés aux médecins et les membres de votre famille... Et aux morts. Et aux morts. Et les membres de votre famille sont camouflés dans des noms d'emprunt ou des périphrases. Il y a Chérubin, Blanche-Neige, celui qui la regarde nue à travers les murs, accompagné parfois d'un complément d'information, un petit-fils, la nièce. Comment vous sont venus ces noms ? Oui, d'ailleurs, je tique un peu sur l'emploi du mot patronyme, justement, qui est vraiment le nom du père. Parce que me flagelle 3 fois. Non, mais c'est bien, ça me permet de dire ça aussi. C'est-à-dire que, justement, c'est tout un édifice de dénomination qui est construit contre le patronyme, quoi. C'est-à-dire celui qui va donner son nom à toute la famille et celui à travers lequel on identifie la place des gens dans une famille. Pour moi, il y a plein d'enjeux sur cette question des noms. Donc très précisément, ce que ça veut dire, c'est que dans le livre, les personnes vivantes ne sont jamais nommées par leur prénom et elles sont toujours nommées par rapport à leur rapport, leur lien familial avec Élisabeth. Donc par exemple, ma grand-mère, qui était la fille aînée d'Élisabeth, s'appelle dans le livre la fille aînée.
Voilà. Donc il y a un premier enjeu évident qui est d'inverser le rapport de force quasiment, enfin le fait que toute la famille se soit toujours organisée autour de André, qui était mon arrière-grand-père. Il faut imaginer que lui, il a acheté une propriété familiale en Bretagne à la fin des années 60, que tous ses enfants, donc qui étaient, sauf celui qui meurt au début du livre, Jean-Louis, tous ses enfants avaient une maison dans cet endroit avec tous les petits-enfants, tous les cousins, etc., etc. Donc moi je connais tous les enfants d'André et d'Elisabeth et tous leurs descendants, et on se nommait et on se plaçait dans la famille pendant toutes nos vacances par rapport à André, le patriarche qui avait créé cet endroit. Donc c'est vraiment, c'est très existant dans mon expérience de la famille, ce fait que tout est organisé autour de lui. Donc il y a ce premier enjeu évident qui est que Elisabeth, dont on n'a jamais parlé, qui n'avait pas de place, et pourtant, ce qui est incroyable, c'est qu'il achète cette maison la même année où Elisabeth sort de l'hôpital psychiatrique. Donc en fait, elle aurait pu faire partie de cette mémoire, de cet endroit, et elle n'en fait pas partie. Donc il y a ce premier enjeu-là, bien sûr, qui est de lui redonner une place dans une famille, en organisant la famille autour d'elle. Et après, il y a d'autres problématiques de l'ordre de l'anonymat et de l'ordre de la question du personnage. C'est-à-dire, je n'ai jamais, moi, quand j'écrivais les brouillons de ce livre, utilisé les prénoms des gens pour les nommer. Jamais, à aucun moment. Parce que c'était évident pour moi qu'on n'était pas dans la pure reproduction de la réalité, mais déjà dans un respect de leur vie privée, c'est sûr, et aussi dans une forme quand même d'abstraction. Ce que je dis souvent, c'est que j'ai rien inventé, il n'y a aucun détail qui est mensonger ou qui est ajouté. En revanche, j'ai légèrement abstrait tous les personnages. C'est-à-dire que je suis pas au détail de chacune de leur vie, quand bien même ça pourrait être très intéressant pour l'histoire, hein. Parfois, il y a des phénomènes de répétition que je n'ai pas mis, mais qui sont fascinants, en fait, parce que justement, il y a cette volonté d'abstraire un peu tout le monde pour que aussi l'expérience de lecture, que les lecteurs puissent aussi y mettre leurs propres histoires, en fait, et que ça puisse devenir des personnages plus universels. Voilà, et ensuite il y a un dernier élément, c'est que certains de ces personnages, par exemple mon père, donc qui est le petit-fils d'Elisabeth, donc il est nommé un petit-fils, et il y a aussi toute une histoire comme quoi elle l'aurait accusé de la regarder nue à travers les murs de la propriété familiale, donc il est appelé celui qui la regarde nue à travers les murs. Certains personnages comme ça, certaines personnes ont des noms de personnages de fiction, ce qui est une manière aussi de leur donner une dimension romanesque, ce qu'ils ont parfois à mon avis vraiment dans leur vie, et en plus de poursuivre un peu ce jeu de pistes qui est parfois le livre pour le lecteur ou la lectrice, qui doit un peu recomposer à son rythme et avec des indices qui arrivent par morceaux le récit de cette enquête. Et donc il arrive, par exemple, une de mes cousines que j'appelle Blanche-Neige, on comprend pourquoi elle s'appelle Blanche-Neige seulement à la toute fin de l'entretien que je réalise avec elle. Donc c'est des manières comme ça de reporter certains signes pour, je le vois comme ça, moi, rester en activité en fait dans la lecture. On va parler maintenant de l'intime et du politique, de la petite histoire, grande histoire. Du coup, on commence avec toi, Adèle. L'enquête familiale glisse entre autres vers le document, une espèce de documentaire sur la psychiatrisation des femmes. Et ton livre et sa réception par le public montrent que plein de familles sont touchées par cette expérience. Alors, pas l'expérience de la lobotomie, mais l'expérience de l'internement, par exemple. Et du coup, cette histoire particulière et extraordinaire, celle de Betsy, est finalement assez ordinaire dans un sens. On entend beaucoup à propos de ton roman, c'est mon histoire ou presque. Enfin, moi, je l'ai entendu beaucoup, en tout cas autour de moi. Est-ce que tu avais ça en tête au départ, réinterroger l'histoire officielle telle qu'elle a été écrite par les dominants, les médecins, entre autres, pour construire un nouveau récit à partir d'un autre point de vue, ou bien le récit est-il allé tout seul plus loin que prévu? Et est-ce que tu as l'impression d'avoir accompli... je pense que tu as accompli un geste politique, mais est-ce qu'il était volontaire? Moi, au début, je suis pas sûre. Je suis ce que je suis et j'ai mes opinions, mais je suis pas sûre qu'il y a une intention d'aucune sorte, y compris une intention littéraire au départ. Il y a une question, il y a une urgence qui est est-ce que je suis folle? Est-ce que ça va m'arriver? C'est-à-dire, est-ce que je suis schizophrène, comme on a dit qu'Elisabeth l'était, avec l'idée que la schizophrénie serait une maladie génétique, hein, moi, c'est ça dont j'hérite. Et donc, il y a cette urgence à répondre à cette question-là. Et en fait, la majorité du temps de l'enquête est dédié
à répondre à cette question-là. Enfin, non, j'exagère un peu. Tout le début de l'enquête est pris là-dedans. Et au bout d'un moment, la question se déplace parce que je commence à mesurer, je commence à entrevoir quelque chose que je n'avais même pas soupçonné, qui est l'implication d'André, le mari, et dans la survenue des troubles, et dans la prise en charge qui en a découlé, merci. Et ça déplace complètement et le propos et ses implications dans un endroit effectivement politique, de remise en question d'une certaine histoire de la psychiatrie, mais comment dire, moi j'ai fait la bonne élève jusqu'au bout de ma famille, c'est-à-dire que j'ai un peu surjoué le truc vis-à-vis de moi-même, mais j'ai voulu tester jusqu'au maximum possible les limites de cette hypothèse de la responsabilité d'André. Donc en fait, dès que je peux l'excuser, je l'excuse, si vous voulez. Et tout ne cesse de me montrer sa responsabilité et celui de tout un système avec lui. Hein. Donc c'est un texte, ne comprenez pas à l'inverse ce que je vais dire, mais je veux dire, c'est un texte qui est féministe malgré moi, dans le sens où je ne dis pas que c'est pas mon prisme, mais je dis que je pense qu'aussi la force qu'il a à cet endroit politique, c'est cette espèce de manière de tomber des nues à chaque fois, qui est vraiment l'expérience d'enquête que j'ai vécue. Voilà. Je dis ça aussi, c'est un petit clin d'œil à ma grand-mère qui, quand elle l'a lu, a dit tu as quand même un parti pris féministe dans l'air du temps. Et c'est juste cette idée du parti pris qui, je trouve, n'est pas juste, parce que, au contraire, j'ai une sorte d'innocence. C'est presque ça qui est surjoué chez moi. J'ai une sorte d'innocence de ce qui est réellement en train de se jouer, que je tiens tout du long, que j'ai tenu comme posture intellectuelle, en tout cas. Le féminisme, il n'existe pas pour rien. Enfin, c'est... Chez vous, Fleur, le récit de l'expérience du deuil, paradoxalement considéré comme intime, paradoxalement en ce qu'elle est aussi très partagée, se double d'un reportage sur les couples queer et l'expérience du deuil. Alors je cite un extrait. « Les premiers livres que je lis sont des témoignages de veuves et des livres de développement personnel sur le deuil. Ils ne m'apportent pas grand-chose. Nulle part n'apparaît de couple lesbien. » Vous évoquez alors des figures de couples queer, dont l'une des deux personnes expérimente la perte. En partageant ces histoires dans votre roman, vous nous dites que le deuil d'une compagne est de même nature dans un couple gay et dans un couple hétéro. Vous présentez aussi des histoires d'amour très romantiques. Vous évoquez peu les difficultés, l'homophobie que peuvent rencontrer ces couples, ni l'aspect transgressif de certains d'entre eux. Diriez-vous qu'il y a une volonté de normaliser le couple queer, comme ça nous a semblé être le cas de votre projet 22 ? Et aviez-vous la volonté de mettre votre œuvre personnelle au service de la communauté, au sens très large? Well, the thing is that it has to normalize, you know. There are still so much stuff going wrong when it comes to LGBT persons. Like, for instance, last year, when there were lesbian couples, the plus mother was erased from the birth certificate in Italy. So that was only a year ago. So as straight people mostly don't know about that, and that's okay, because it's not in their environment. But those things happen, and I think it's very important to talk about those things. Also, when we started our wedding project, 22, we got married here in Paris. That was our 4th marriage, and it was under police protection because we got death threats for weeks on end, and that was only 7 years ago. So those things happen, and most people don't know. So I thought it was kind of obvious that I used my own story to actually raise awareness about what's happening in the world and how we perceive being gay. And on the other hand, that's a kind of a negative part. So nowadays there are a lot of queer movies, a lot of queer books, but it's kind of always some coming of age. There's always struggle, it's always problems, and I do understand because it's kind of hard, but I'm really missing the queer joy in books and in movies, because
it's also a good thing. It's also very nice to fall in love and to be in love. And so it has kind of to be normalized. Like, it's not different because I love women. It's the same. It's love, you know. So it's not. So that story was kind of an opportunity to actually use our story or my story to normalize what's happening. Is that too much? Okay. Quelque part, il fallait que je normalise les choses parce que, selon moi, il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas du tout. Par exemple, l'année dernière, il y a un couple lesbien qui a eu un enfant, et donc la deuxième maman a été littéralement effacée du certificat de naissance. C'était en Italie il y a à peine un an quand même. Donc c'est une chose que les couples hétéros ne connaissent pas. C'est le genre de souffrance qui n'arrive pas aux couples plus hétéronormés. Donc pour moi, c'était vraiment important de réfléchir à toutes ces choses. Et par exemple, lors de notre mariage à Paris, dans le cadre du projet 22, c'était notre 4e mariage. Nous avons dû... ce mariage s'est fait sous assistance policière parce qu'on a reçu des menaces de mort, en fait, suite à ce projet. C'était il y a seulement 7 ans. Donc voilà, j'avais besoin de mettre ça au jour. Parce que pour moi c'était clair que notre propre histoire pouvait aider aussi à faire prendre conscience aux gens de la manière dont on perçoit aussi les gays et les couples gays, ce qui peut aussi avoir un côté négatif. Il y a un revers de la médaille à tout ça, c'est qu'en ce moment il y a énormément de livres queer, de films queer, et c'est souvent des romans ou des films d'apprentissage de quelqu'un qui va passer à l'âge adulte. Il y a toujours ce genre d'histoire, et je trouve que ce qui manque fondamentalement, c'est toute la joie aussi qu'il y a, toute la joie que l'on ressent à tomber amoureux, à être amoureux, à aimer quelqu'un. C'est la même chose en fait, qu'on soit un couple gay, lesbien, hétéro, l'amour reste l'amour. Donc vraiment pour moi cette histoire c'était l'occasion d'utiliser notre ou mon histoire en tout cas pour normaliser les choses. Et puis quand même, j'ajoute normaliser, enfin les récits collectifs universels qu'on a de l'amour, ils ont pas moins de prisme. Enfin, faut quand même s'en rendre compte. Et c'est quand même la très grande force de ton livre, c'est de créer une expérience universelle de l'amour, mais qui part pas du même point. Et donc de montrer à l'inverse que ce qu'on nous raconte comme universel est tout aussi situé. Et ça, c'est très important en fait. Merci. On va passer à la thématique de la mémoire par l'intermédiaire des archives. Donc, chez vous, Adèle, la mémoire familiale construit une fiction, alors que chez Fleur, c'est la mémoire individuelle amoureuse qui construit la fiction. Dans le roman, Adèle, tu écris « Ma grand-mère est trop petite pour que le souvenir qu'elle en... » à propos d'un événement. Dans le roman... Pardon, tu parles d'un événement juste avant, et à propos de ça, tu dis « Ma grand-mère est trop petite pour que le souvenir qu'elle en a puisse être différent du récit qu'on lui en fait. » Et beaucoup plus loin dans le roman, à partir du même événement, tu écris « Le petit frère de Betsy est trop petit pour que le souvenir qu'il en a puisse être différent du récit qu'on lui en fait. » Ça te conduit à une réflexion sur la fragilité du témoignage, la réinvention ou la reconstruction des souvenirs et la façon lacunaire dont se construit la mémoire familiale. Et dans la dernière partie, dans la transcription d'un entretien, il y a un des témoins qui a des paroles qui contredisent un autre de ces témoignages qui a été présenté au début du livre dans un passage rédigé sous forme de récit. C'est le fameux épisode dit du fer à repasser. Et c'est le fameux. Et on a, en fait, ça donne, quand on arrive à ce deuxième témoignage, ça donne envie de relire le livre, de se replonger dedans à la lumière de ce changement, à la recherche de la vérité, comme on irait refouiller dans des archives, en fait. Ça fait un peu comme si ton livre devenait lui-même une archive. Enfin, ça m'a fait ça comme impression. Du coup, ça fait comme une espèce de boucle incroyable. Et on se demandait si ça, c'était quelque chose qui avait été vraiment pensé en avant. Tout à l'heure, tu parlais de toutes les choses qui s'étaient
un peu mises ensemble au dernier moment. Est-ce que ça, par exemple, c'est tombé un peu comme ça, ces 2 passages à cet endroit-là, ou est-ce que c'était savamment Je pense que c'est presque un des moteurs de mon désir d'écrire, c'est me rendre compte de cette... parce que tu dis lacunaire, enfin cet aspect lacunaire des propos, etc. Mais pour moi, c'est la littérature est là. Enfin, je le vis quasiment comme ça. En plus, à ce moment-là, j'ai vraiment plongé dans les entretiens. J'ai commencé à les enregistrer en grande majorité à partir du suicide de Jean-Louis, donc qui ouvre le livre. Là, je me suis retrouvée pendant 6 mois à poser un enregistreur devant des membres de ma famille qui, pour la plupart, n'avaient jamais dit un mot. J'allais dire sur leur mère, mais sur eux-mêmes. Pour les personnes qui l'ont lu, vous voyez le rapport qu'ils ont à la parole en général, pour ne pas dire à la psychanalyse, mais j'irai même pas là, juste à la parole. Et donc j'ai eu le droit à un déversement de vie, de personnes que je connaissais, mais dont j'étais pas si proche non plus, et qui du coup étaient dans cette espèce d'endroit de distance-présence qui, je pense, était assez prolifique en fait pour leurs paroles. Et ça m'a fascinée. Donc il y a eu tout un moment où quand je vous parlais tout à l'heure d'une autre version du texte qui était faite que de documents et d'entretiens réécrits, je me suis plongée dans ces entretiens, et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est alors, parce qu'au même moment, donc je parlais à un ami de cet amour que j'avais des entretiens, et il me dit, mais tu devrais regarder ce qu'on appelle la littérature de voix. Et donc, c'est tous ces textes qui vont être écrits intégralement à partir d'entretiens. Le meilleur exemple, et c'est un texte extraordinaire qu'il faut absolument lire si vous l'avez pas fait, c'est La fin de l'homme rouge de Svetlana Alexievitch, qui va vraiment recomposer tout le visage de la chute de l'URSS par des entretiens pris dans la rue de personnes qui le défendent et de personnes qui l'accusent, qui accusent le régime. Je lis ça, et au même moment, moi, je me mets à travailler sur ces entretiens. Et je comprends que rien que supprimer ces interventions dans les entretiens et gommer les répétitions et travailler à la cohérence de la parole de la personne qui vous parle pendant 3 heures, c'est un acte d'écriture en soi qui est impressionnant. Et donc, je comprends presque les processus de La fin de l'homme rouge en les faisant moi-même sur ces entretiens. Et je sais plus du tout quelle était votre question, tellement cette histoire d'entretien me passionne. Est-ce que c'était vraiment hyper calculé, le truc des 2 Oui, donc en fait, voilà, mon désir d'écrire vient presque de ce que je mesure de la j'allais dire déformation, mais pour moi, il n'y a même pas d'autre version. La vérité, vous pouvez la chercher longtemps, quoi. Je veux dire, tout est construit autour de son absence. Bah oui. Mais c'est vrai que cet exemple du fer à repasser, c'est un peu la manifestation, la cristallisation par excellence de ces processus de la mémoire, et ce qui charrie aussi de mémoire et de choses qu'on ne peut pas mesurer et qu'on ne peut pas rationaliser, puisque cette histoire, c'est que, en gros, j'ai un souvenir d'un souvenir de mon père, qui est que sa grand-mère, Elisabeth, l'aurait accusé de la regarder nue à travers les murs, en tapant contre le mur de la maison de vacances avec un fer à repasser. Moi, c'est le souvenir que j'ai de ce qu'il m'avait raconté. Je fais toute mon enquête, je découvre qu'Elisabeth, la veille de son mariage, met le feu au château dans lequel elle se marie en oubliant un fer à repasser sur la robe de mariée. Et à la toute fin de mon enquête, en août 2023, je ne sais pas pourquoi j'ai repoussé ça aussi longtemps, je décide de faire l'entretien avec mon père, que j'ai jamais fait. Je décide que ça va être la dernière personne que je vais enregistrer. Et je lui demande de me raconter cette histoire. Et il me raconte que ça se passe à table, que Elisabeth, tout d'un coup, prend tout le monde à partie en disant « Je ne veux pas dormir à côté de mon petit-fils parce qu'il me regarde à travers les murs. » Mais papa, il n'y avait pas une histoire de fer à repasser ? Non, mais quel fer à repasser ? Et le fer à repasser, je ne sais pas comment il est arrivé. C'est-à-dire qu'en plus, je découvre que personne dans la famille ne savait, à part la femme que j'interroge et qui me le raconte, ne savait que l'incendie avait été produit par l'oubli d'un fer à repasser. Donc, c'est vraiment, c'est à la fois la déformation des récits et en même temps ce qu'il y a d'hyper mystérieux dans la mémoire et qu'elle charrie malgré elle, de génération en génération et de strate en strate. C'est fascinant. Donc oui, presque tout mon désir d'écrire vient de cette déformation, enfin je sais pas comment l'appeler, c'est pas de la déformation, de cette littérature-là qu'il y a dans la parole et dans la mémoire. Et c'était très drôle parce que du coup, quand on a recherché, pour préparer la question, là j'ai recherché le premier épisode du fer à repasser et je le trouvais pas.
Et du coup, ça faisait une espèce de mise en abîme. On était trois à rechercher cet épisode du fer à repasser. J'étais là, mais moi aussi, je l'ai inventé. Enfin, c'était vraiment... on a bien rigolé. Fleur, tu voulais rebondir? I was thinking, I cannot wait to read this book, really. It sounds amazing. Je voulais juste ajouter, j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Il a l'air impressionnant. On vous propose un temps de lecture d'un extrait de Julian, de Fleur Piré. Je suis tellement normale que c'en est presque suspect. La plupart des gens croient encore qu'il faut être obsédé pour faire des films porno. Erika Lust. J'ai rencontré Juliane lors d'un événement à Amsterdam. Il était question de féminisme et de genre, et une actrice porno donnait une conférence. Une actrice porno enceinte, pour être précise. Elle devait parler de sa place en tant que femme dans un monde régi presque exclusivement par des hommes. Je couvais un début de rhume, affalée dans mon salon à Anvers, mais la curiosité m'avait tirée de mon canapé. Plus tard, Juliane s'est demandé si nous ne devions pas modifier un peu l'histoire. Elle trouvait cela un peu vulgaire de dire que nous nous étions rencontrés à une conférence sur le X. J'ai accepté. Nous nous étions rencontrés à une fête, classique. Mais la réalité était si chamboulante que j'oubliais chaque fois notre mensonge et continuais inlassablement d'évoquer l'actrice porno. « Désolée, disais-je alors. »« Pas grave, répondait-elle. La prochaine fois. » Elle-même racontait qu'elle avait eu un coup de foudre pour moi, qu'elle aurait tout lâché dans l'instant pour me suivre. Elle se souvenait aussi que je portais un manteau de fourrure et une robe courte. Je n'ai jamais eu ni porté de manteau de fourrure, mais elle semblait s'en rappeler en détail. Jusqu'où peut-on faire confiance aux souvenirs? Jusqu'où peut-on se fier à ce que j'écris ici? Quand je l'ai vue pour la première fois, la lumière s'est allumée, dans ma tête, dans mon corps. Tout s'est éclairé et j'ai su qu'elle était celle avec qui j'allais faire de grandes choses, durant une vie entière. Des années plus tard, lors d'une conversation, la chanteuse de Cat's Choice, Sarah Bettens, entre-temps devenue Sam Bettens, nous a dit la même chose. Elle avait toujours traîné un fond de mélancolie, et elle pensait que c'était normal. Certains ont un tempérament plus triste que d'autres. Mais lorsqu'elle a aperçu sa femme pour la première fois, elle a compris que cette pesanteur n'était pas sa vraie nature. Je me reconnaissais dans ses propos. Au début de la conférence, Juliane est venue s'asseoir à côté de moi. Au bout de quelques minutes, elle m'a demandé si moi aussi je trouvais la présentation ennuyeuse. Oui, ai-je avoué. Je ne sais pas si c'était vrai, mais à ce moment-là, il y avait trop de voix et je ne voulais entendre que la sienne. Parce que je me demandais si elle était réelle, si je ne l'avais pas rêvée. C'était la plus belle créature que j'ai jamais vue de ma vie. Grande, les cheveux rasés et un corps athlétique qui se mouvait avec aisance. Elle était magnifique. Une fraction de seconde, un court-circuit s'était fait dans mon cerveau, car je me demandais si c'était un garçon ou une fille. Mais son regard m'a apporté une réponse définitive. Je voulais entendre ce qu'une personne comme elle avait à me dire. Dès cet instant, nous n'avons plus cessé de parler. Donc Fleur, dès le début, avec la dédicace à Paulien, Julien et Jim, ma femme, nous doutons que la personnalité de Juliane est insaisissable. Vous nous prévenez. Jusqu'où peut-on faire confiance aux souvenirs? Jusqu'où peut-on se fier à ce que j'écris ici? Vous en avez déjà un petit peu parlé, mais la question semble balayée en 2 phrases. Est-ce que pour autant, cette question de la vérité est une question qui vous a accompagné? Yes, definitely. Because when I was writing this book, I wanted to do her right. You know, I wanted to make her proud. So I thought it was very important to search for the truth in myself, in what happened. I wanted to do it right, to actually write down everything that happened in a right way. But I think I did it in a kind of overdose for myself, to actually looking for the truth, because in my second book I changed that completely. It's also this kind of memory of my family who was in the circus, and my family is from Spain, and
I completely lost the truth there, because it was like, okay, this is a different story. This is about my family. Now I can go completely loose. And I had a lot of fun with exaggerations and imagining things about my family. So it's completely different from what you did. And it's this kind of, we are writers, and I do think we have the liberty to actually make something up, because first and foremost, you want to write an entertaining book, a book that people love to read. And if it's very sec and very truthful, I don't know if people would like it. I don't know if it would be very interesting to read. So I do think we have the liberty to exaggerate and to kind of imagining things. Am I answering your question right? Yeah. Okay. Alors oui, tout à fait. Moi, en écrivant ce livre, je voulais notamment lui rendre justice. Je voulais vraiment qu'elle soit fière de moi. Donc j'ai vraiment cherché cette vérité en moi dans toutes les choses qui sont arrivées. Je voulais faire ça avec le plus de justesse possible. Et je pense que j'en ai fait un peu une overdose, cette quête éperdue de vérité, parce que dans mon deuxième livre, les choses sont complètement différentes. Là, je parle de ma famille et c'est une famille. Je suis dans un cirque. Enfin, ma famille vient d'Espagne. Et là, il n'y a plus rien de vrai. En fait, je me suis vraiment amusée. Je me suis lâchée. Je m'abandonne dans les exagérations, dans l'imagination de tout un tas de détails à propos de ma soi-disant famille. Et je pense que nous, les écrivains et les écrivaines, on a quand même cette liberté-là. C'est la liberté d'inventer des choses, en fait. Parce que je pense qu'on écrit quand même avant tout pour divertir quand même un minimum notre lecteur. Si on écrivait un livre extrêmement sec, extrêmement aride, je pense que ce livre aurait du mal à rencontrer son lectorat. Donc vraiment, je trouve que c'est génial d'avoir cette liberté d'imagination, en fait. On va écouter un extrait de Mon vrai nom est Elisabeth. Je pensais me sauver de l'aveuglement familial par la recherche. J'avais cette formation universitaire, j'étais une adepte des bibliothèques et des grimoires, je pouvais parler ce langage-là. Je pensais sauver une part de moi par une autre, penser l'affection par le savoir. J'ai découvert que les documents mentent. Non, mentir n'est pas le mot. Qu'ils sont tout aussi partiaux que les individus, voire davantage encore. Car le temps ne fait rien d'autre aux documents que de les effacer, alors qu'il rend l'individu plus sévère, et donc plus silencieux, ou plus sensible, et donc plus bavard. Les récits des individus sont étonnamment fragiles. Ils peuvent se maintenir identiques dans le silence pendant 70 ans, puis se modifier sous nos yeux en quelques secondes, comme ces peintures rupestres qui s'évanouissent sur leurs pans de roche sitôt qu'un ray de lumière les touche. Ils sont aussi étonnamment plastiques, bouffis d'images oubliées qu'un nom, un geste, une question peut soudain faire surgir des entrailles de la terre. J'aime la labilité des récits intimes, ces tissus cellulaires constamment rongés que la mémoire se bat pour maintenir à flot, tissant une nouvelle pièce à chaque fois qu'une ancienne disparaît. Il paraît que la nature n'a finalement pas horreur du vide. Je crois que l'esprit, lui, l'a. Mon père raconte que Betsy, lorsqu'elle disait une ineptie à table qui faisait rire la galerie, s'en rendait compte immédiatement et riait avec eux de bon cœur. Moi, j'imagine que dans ses yeux, une petite lueur doutait, une petite voix qui se mettait en marche et lui soufflait. Pourquoi ai-je dit cela? Qu'est-ce qui m'a fait dire cela? Par tous les moyens, son cerveau cherchait à reconstituer l'image manquante. Comme les malades d'Alzheimer, qui, quand ils ne savent plus, ne savent pas rien, mais savent autre chose. Avez-vous déjà vu cela? Le regard de la personne qui prononce une phrase dont elle sait qu'elle n'est pas véritablement juste, mais doit impérativement la prononcer quand même. Le regard de celle qui passe son temps à essayer de rattacher ses perceptions au réel. Je dis ça comme si tu étais ma fille. Je suis ta fille. Je sais. On pointe cette tendance chez les fous, mais je sais, moi,
que ça ne leur arrive pas seulement à eux. Il y a des récits partout, leurs récits, les miens, les paravents, ceux que l'on sait être en partie inexacts, au mieux incomplets, mais que l'on exprime quand même, inlassablement, car sans eux, on ne pourrait pas vivre. Dans votre roman, Adèle, vous cherchez à aller trouver la vérité, mais dans la toute dernière partie de Mon vrai nom est Elisabeth, vous écrivez la vie de Betsy, devenue vivante. Est-ce que vous avez écrit ce passage en utilisant toute la matière récoltée et qui ne figure pas dans le roman, ou bien est-ce que c'est là l'intervention de la fiction, avec un grand « i », comme invention? La fin est d'ailleurs un peu sujette à interprétation. Il subsiste évidemment des parts de mystère dans le personnage d'Elisabeth. Est-ce que vous avez inventé pour la faire exister? Non, pas du tout. Enfin, pour moi, c'est autant, c'est le même. La texture de l'écriture n'est pas la même, et il y a une tentative de me glisser dans ces sensations, peut-être, dans ces 20 dernières pages, ce que je ne fais jamais avant. Mais ce n'est pas ce n'est pas fondamentalement différent de tout ce qui précède. C'est-à-dire que c'est mon récit. Mais moi, je suis une chercheuse au départ. Faut pas oublier ça, quoi. C'est-à-dire que je n'écris pas des choses dont je pense qu'elles ne sont pas absolument justes. Donc, c'est vraiment Enfin, il y a plein de choses à dire sur ces 20 dernières pages. Par rapport à la recherche, il y a le fait que il y a toute cette enquête et que je fais confiance aux lecteurs et lectrices pour retracer leur histoire d'Elisabeth à partir de ces documents, mais la mienne doit exister aussi à côté, en même temps, enfin je veux dire, ou à la place, mais elle doit exister aussi. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que, en fait, ça s'est passé notamment avec ma grand-mère, elle pouvait lire tout le livre et continuer à avoir les mêmes représentations qu'avant, notamment sur son père et sur la responsabilité de son père. Et elle pouvait me dire, elle pouvait penser que je pensais qu'il n'était pas responsable. C'est de la mauvaise foi totale, on est d'accord? Mais ça m'était tellement insupportable que j'ai voulu aussi écrire noir sur blanc ce que, à partir des documents, j'avais, pour moi, compris et retracé de l'histoire d'Elisabeth. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un texte dans lequel il n'y a jamais de commentaires, il n'y a jamais d'analyse. C'est un peu sec, peut-être, dans le sens où voilà, les documents, les récits sont juxtaposés les uns par rapport aux autres. Et c'est vrai que c'est au lecteur ou à la lectrice de faire ce travail de commentaires intérieurs, presque. Ce qui fait qu'à chaque fois que quelque chose m'a mise en colère, à chaque fois que quelque chose m'a rendu triste, à chaque fois que quelque chose m'a fait plaisir, il n'y avait pas vraiment la place pour moi d'exprimer cette sensation. Et donc, il y a quand même un truc alors parfois, je l'ai écrit, mais je l'ai enlevé. C'est-à-dire que j'ai quand même prise dans le mouvement de l'écriture ou dans la sensation que j'étais en train de ressentir, j'allais jusqu'aux commentaires et ensuite je l'ai enlevé. Et donc, il y a quand même quelque chose, une sorte de frustration de la parole qui se met en place pour moi dans le processus d'écriture et qui à un moment n'est plus tenable. Et donc, ces 20 dernières pages, c'est aussi le moment où je retraverse toute l'histoire, les 380 pages de l'histoire d'Elisabeth que je viens d'écrire, et où en fait, c'est insupportable, quoi. C'est insupportable pour moi, et ce n'est pas possible de ne pas donner une place à cette indignation profonde que je ressens. Et donc ces 20 dernières pages, elles sont nées comme ça aussi. On va parler cinéma un petit peu. Ce qui nous a marqué dans la lecture de vos deux romans, c'est la place du... Enfin, on sent une espèce d'influence du cinéma. Fleur, tu as exploré plusieurs médiums dont la performance et l'écriture. Et en ce moment, tu travailles autour d'un documentaire, si on est bien informé, de 2 documentaires. Dans Juliane, le décor tient une place essentielle. Tu restitues avec soin les ambiances des lieux que tu traverses, les rues de New York, les appartements d'Anvers ou encore les couchers de soleil de Frejiliana, ce petit village au sud de l'Espagne où tu as vécu avec Juliane. À cela s'ajoutent des plans très distanciés, presque cinématographiques, comme si l'on vous observait, toi et Juliane, à travers un objectif. Pardon. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport au cinéma et à la manière et de la manière dont le cinéma traverse l'écriture de Juliane?
I love movies. I think it's amazing how people can put down a story and how actors work. I think it's completely crazy. But I never thought about making movies. I started writing, but now that Julian is made into a movie, they also asked me to write a script together with them, and that was such an amazing experience to make cinema. That I do feel like I have to combine the two. So now I'm writing a new novel, my 4th, and I'm also making documentaries, and I think documentaries is kind of the start to make movies, because I think I'm going to end there to actually make movies, because that's also in my language. I write what I see, I write how I perceive, and I like to look at it from all kinds of different angles. And I do feel that also the characters, like in movies, are very layered. You know, there's always something on the surface, like you said about Hitchcock. When you see the women of Hitchcock, it's like there's always something behind that surface, and that I like very much. And in cinema, you can do that with looks and with the way they hold themselves, and in books it's like 2 pages you have to write about it. So well, I'm actually doing that because I really like to I really like that cinematographic gaze on everything that's happening. It also makes the world a little bit more, I don't know, to romanticize the world or to make it a little bit more beautiful. Alors j'adore les films, j'adore le cinéma, je trouve ça absolument incroyable comme les gens arrivent à d'abord écrire une histoire qui va devenir un film, toutes les performances des acteurs et des actrices, c'est absolument incroyable, et j'aurais jamais pensé faire un film moi-même, mais c'est vrai que puisque Julian va être adapté au cinéma, on m'a demandé d'en écrire le script, et donc je fais mes premiers pas un peu dans le cinéma, et c'est une expérience absolument géniale, et c'est tellement génial que je pense que maintenant j'ai vraiment besoin de pouvoir combiner les deux. Donc là je suis en train d'écrire mon 4e roman, et en même temps je me mets à faire des documentaires, et ces documentaires je les vois un peu comme une manière de me mettre le pied à l'étrier de me faire rentrer tout doucement dans le cinéma. Et puis ça a aussi à voir avec ma langue, la manière dont je manie aussi la langue. Quand j'écris à propos de tout ce que je vois, tout ce que je perçois, j'aime bien aussi voir les choses sous tout un tas d'angles différents. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les personnages qui peuvent avoir différentes couches. Il y a toujours quelque chose à aller chercher derrière, un peu comme chez Hitchcock. Il y a toujours quelque chose derrière la surface, et au cinéma, on peut retranscrire ça à travers les regards, certains jeux d'acteurs, des choses alors que dans un livre, il nous faudrait faire des descriptions de 2 pages. C'est pas voilà. En tout cas, j'adore ce regard cinématographique sur les choses qui se déroulent, et puis c'est peut-être aussi une manière un peu de romancer ou d'apporter un peu de romantisme aussi et de beauté au monde. And can I ask you a question? Yes. What do you do with the quotes in the adaptation of the movie? Yes. It's not there. No. And we also had to cut a lot of places, because we lived in a lot of places over those 7 years. So we really had to cut because there were too many locations. Donc Adèle demandait, mais qu'est-ce que tu as fait alors avec toutes les citations qu'on trouve dans le livre? On les a enlevées tout simplement dans l'adaptation au cinéma. Et puis il y a aussi, on a dû écrémer pas mal de lieux aussi, parce qu'on a vécu dans tant d'endroits sur ces 7 ans que ça aurait été non seulement compliqué et extrêmement cher de pouvoir avoir tous ces lieux. Et Adèle, vous maîtrisez l'art du montage. Les différentes formes glissent naturellement les unes vers les autres. On dresse très vite des parallèles, par exemple, entre les lettres glaçantes d'André à Betsy et l'évocation de votre compagnon au début du récit. Plus tard, entre votre colère et ce qu'une petite fille appelle la zone. Ces phases de colère que les femmes de la famille s'efforcent de contenir. Ou encore avec cette scène inspirée de Rebecca de Daphné du Maurier,
mise en image par Alfred Hitchcock, où l'épouse descend fièrement l'escalier vêtue de sa plus belle robe avant d'être sèchement renvoyée dans sa chambre. Une humiliation qu'André, qui a lu Rebecca et qui en fait mention dans une lettre, fait vivre à Betsy. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur l'influence de vos études cinématographiques, peut-être ? Le point de départ, le premier lien, c'est cette question du double fantôme dont je parlais tout à l'heure, et qui en fait s'est imposé à moi. C'est assez drôle comment justement les choses vous animent sans qu'on s'en rende compte, et pourquoi. J'enseignais le cinéma à des élèves de licence qui n'étaient pas spécialistes, et du coup j'avais une sorte de carte blanche totale sur l'enseignement de l'histoire du cinéma occidental. Je montrais des films, bref, je savais pas trop où j'allais. J'étais très jeune aussi, encore plus jeune. Et un jour, j'ai vu Rebecca, ce film d'Hitchcock, avec ce motif que j'ai appelé moi le double fantôme, et dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce thème s'est mis à vraiment avaler tout mon cours. Et d'année en année, c'est un cours que j'ai donné peut-être pendant 5 ans. Les films que j'ai appelés de double fantôme, donc ça peut être ensuite Vertigo d'Hitchcock lui-même, les Brian De Palma qui reprennent Hitchcock, plus récemment, je pense à Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, ou même Le portrait de la jeune fille en feu, par exemple, de Céline Sciamma, qui va être une réécriture féministe, queer, pour le coup, de ce motif-là. Ça s'est mis à prendre tout mon cours. Et j'avais pas fait le lien. Avec l'histoire d'Elisabeth, avec mon enquête, j'avais pas fait le lien. Et je commence par ailleurs mon enquête sur Elisabeth pour ces raisons personnelles dont je vous ai parlé aussi. Et c'est le jour où ma tante me téléphone en me disant « Mais Adèle, tu sais que toutes les femmes de la famille, à ton âge, ont posé des questions sur Elisabeth », que je me dis « Non mais en fait c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un rituel pour ce moment où on passe de jeune fille à femme, et pour bien apprendre les règles de comportement qu'il faut dans cette famille pour les femmes ». Et c'est là que je tilte, en fait. Et c'est là que, du coup, je comprends que mon obsession pour ce motif du double fantôme trouve sa source dans ma propre histoire et l'histoire d'Elisabeth. Ce qui fait que j'ai défendu cette thèse comme une enquête sur le double fantôme. Je l'ai défendu comme le prolongement, mais vécu de l'intérieur, de cette interrogation et exploration du motif du double fantôme. Bon, ça, c'est une chose, c'est la vision, explicite de mon rapport au cinéma au moment où je l'écris. Et ce dont je me rendais pas compte, mais qui s'est effectivement passé, c'est que je pense que j'ai toujours écrit, je veux dire, j'ai toujours été plus à l'aise avec les mots qu'avec les images. Je n'ai jamais rien réalisé, mais je me nourris énormément de films, et sans doute que ce qui m'est le plus naturel comme construction, c'est une construction cinématographique. Mais ça, je m'en suis pas du tout rendu compte en écrivant. Après, c'est vrai que je travaillais comme ça parce que j'imprimais les textes, c'était un peu comme une table de montage, mon bureau ou mon tapis, en l'occurrence, tellement il y avait de choses. Je découpais, je collais, ça ressemblait, c'est vrai, à une table de montage. Mais je l'ai pas vraiment réalisé, et c'est dès les premières impressions de lecture, dès les premières critiques qu'on a fait ce parallèle avec le montage, et ça me semble absolument juste. Et c'est aussi, et c'est vrai que le montage m'a donné une immense liberté sur cette absence de commentaires dont je parlais tout à l'heure. C'est vrai que c'est quand même un art qui laisse énormément la place à l'interprétation, parce qu'il n'a pas forcément besoin de décrire pour montrer. Ce que peut faire la littérature aussi, mais c'est moins général. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui me passionne dans le cinéma. Mais moi, la manière dont je voyais, j'y pensais en vous écoutant, la manière dont je voyais ce montage au départ, je pense que j'avais un peu cette idée que, comme la lobotomie, elle empêche en fait de faire des liens, des connexions, qu'il y a un côté où le cerveau galère en fait avec tout le réel. L'idée que j'avais, c'était plutôt celle-là, c'est-à-dire de m'imaginer un réel fractionné, comme a pu l'être peut-être, je n'en sais rien, celui d'Elisabeth, par cette opération qui laisse la personne en incapacité de tirer les conséquences de ce qu'elle voit, lit, etc. On arrive à la fin. Du coup, avant de se quitter, une petite question subsidiaire. Est-ce que vous avez un conseil de lecture à nous donner, un livre que vous avez envie qu'on lise? Oui, Adèle, tu nous en as déjà donné un, mais... I love the Lonely City by Olivia Laing. You know, yes, I do think you know it, but maybe you say it differently in French. It hasn't been translated yet. Ah, it hasn't been translated. Okay. I don't read in English. Okay.
because I think if it would be in French, you would know it. Yeah, it's about a woman. Well, Olivia Laing, the writer itself, she is going to New York. She just ended her relationship, and she discovers she kinds of researches loneliness based on what the artists in New York are doing. So it's an amazing book. Yeah. But since it's not translated, maybe it's Alors je vous recommanderai The Lonely City de Olivia Laing. Malheureusement, il n'est pas encore traduit en français, mais pour vous raconter un peu l'histoire, c'est donc Olivia Laing elle-même qui va à New York après une rupture amoureuse, et puis elle se met à faire des recherches, et elle axe ses recherches sur ce sentiment de solitude qu'ont pu vivre aussi les artistes à New York, et de voir un peu ce qu'ils en ont fait eux-mêmes. Voilà, mais bon, il n'est pas traduit encore. Bon, c'est vrai que j'ai parlé de Svetlana Alexievitch tout à l'heure, mais du coup je me demandais les lectures récentes qui m'ont vraiment animée. Il n'y en a pas tant que ça. Il y a Mémoire sauvée des eaux de Nina Léger, qui est un livre magnifique sur la ville d'Auroville, où commence la recherche de l'or aux États-Unis, mêlée de l'histoire d'Ursula Le Guin et de ses parents anthropologues, et c'est aussi un travail sur les strates de temps et la place de la chercheuse et de sa propre implication individuelle et familiale dans le terrain sur lequel elle travaille. C'est un très beau livre, et je dois dire, au risque de paraître très faillotte, que le livre de Fleur que je suis en train de lire me subjugue assez. Je trouve que c'est une magnifique lecture. Non, vraiment. Et que je vous recommande très très chaudement. Mais on l'a déjà lu, nous. Pas vous. Non, mais c'était une question très égoïste. Ah, pardon, dans ce cas. Non, really. Merci beaucoup. Vous avez répondu à toutes nos questions. Vous êtes formidables. Et voilà, merci. Et merci. Vous avez pu écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche dans le cadre de la 21e édition du Marathon des mots, qui se tenait du 24 au 29 juin 2025. Réalisation et mise en onde, Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.